La République, trois républiques, c'est une leçon de la fin du programme de première qui là aborde les aspects politiques de la République, les aspects sociaux étant ensuite étudiés dans une deuxième leçon. Alors, la France est caractérisée par une très très grande instabilité institutionnelle, c'est-à-dire que par rapport à nos voisins anglais, par exemple, nous avons très fréquemment changé de régime. Cette leçon est l'occasion d'expliquer pourquoi, comment, à travers l'examen assez rapide de trois moments qui correspondent d'abord à l'affirmation de la Troisième République, qui apparaît en 1870, ensuite à la restauration républicaine après la Seconde Guerre mondiale, et enfin à la transformation républicaine qui advient au moment de la proclamation de la Cinquième République en 1958. Alors, si nous sommes très attachés à la République en France, il faut considérer que son installation a été difficile et qu'elle a été très longtemps contestée. En 1870, la Troisième République est proclamée le 4 septembre, suite à la défaite contre la Prusse, et elle est proclamée faute de mieux. C'est-à-dire que comme on n'a pas de régime à disposition, eh bien, on proclame une république vis-à-vis de laquelle on est quand même assez méfiant à cette époque, parce que les précédentes expériences républicaines, notamment celle de la Première République en 1792, a laissé des souvenirs douloureux. Alors il va falloir une dizaine d'années finalement, on va dire entre 1870 et l'affirmation des républicains modérés, Jules Ferry vers 1880, pour voir la République véritablement s'installer, notamment après le vote des lois républicaines de 1875, qui donne une nouvelle constitution à la France, et cette constitution est le cadre, en fait, dans lequel la République fonctionne jusqu'à nos jours, parce que quand on compare l'organigramme institutionnel de 1875 avec celui d'aujourd'hui, on se rend compte qu'au final, peu de choses ont changé. Alors, il y a un enracinement social très fort de la République par des grandes lois qu'il faut connaître. Loi de 1881, par exemple, sur la liberté de la presse, la loi de 1884 sur la liberté syndicale, ou la loi de 1901 sur la liberté d'association qui va permettre la fondation des partis politiques. Il faut ajouter à ces lois aussi les grandes lois scolaires de Jules Ferry, 1881-1882, qui sont des lois évidemment qui élèvent le niveau d'instruction de la population, mais qui créent aussi une espèce de ciment national dans un pays qui est encore très divers, où on parle des langues régionales, et qui laïcise aussi la société, puisqu'on sait que ces lois étaient en partie, l'école devient laïque, et que ces lois étaient en partie dirigées contre l'Église. Rajoutons aussi les grands emblèmes républicains qui apparaissent vers la fin des années 1870-1880, la Marseillaise, le 14 juillet qui est décrété comme fête nationale, et on a tout un ensemble de mesures qui solidifient la République. Alors, il n'en demeure pas moins que la République a des adversaires. En fait, c'est un peu toute la problématique de cette première partie. Des adversaires qui espéraient, dans un premier temps, qu'une restauration soit possible. Premier échec en 1873, deuxième échec en 1877, et des adversaires qui changent un peu à la fin du siècle, qui ne sont pas tant monarchistes finalement que nationalistes, anti-parlementaristes et aussi xénophobes et antisémites. À ce titre, l'affaire Dreyfus, qui agite le monde politique à la fin du XIXe siècle, doit être citée, car au-delà d'un simple problème d'antisémitisme, c'est aussi une très forte hostilité à la République qui se manifeste, et finalement, l'innocence prouvée de Dreyfus en 1906 et sa réhabilitation dans l'armée sont des éléments qui montrent le triomphe républicain. Alors, ces adversaires de la République, finalement, on les retrouve bien plus tard, à la faveur de la défaite de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. On sait que le maréchal Pétain, qui a été nommé président du Conseil, a demandé l'armistice à l'Allemagne. Il aurait pu en rester là. Mais Pétain, qui est fondamentalement anti-républicain, décide de mettre à mort la République. Et le 10 juillet 1940, il obtient les pleins pouvoirs, change le régime de la France qui devient l'État français, et met en place un programme de révolution nationale,
dont la nouvelle devise est « travail, famille, patrie », donc les grands éléments de la doctrine républicaine, l'égalité, la liberté, sont balayés. Vichy est un régime anti-républicain parce que ce n'est pas un régime représentatif, c'est une dictature. Il l'est aussi par le statut des Juifs, qui est proclamé dès octobre 1940, et qui est une mesure totalement anti-républicaine, puisque la République ne connaît pas de différence entre ses citoyens, et que ce type de discrimination ne va pas du tout dans le sens de la doctrine républicaine qui était en vigueur avant la guerre. Alors, il faut s'interroger sur le rôle de la résistance, non pas dans ses actions militaires, dans ses actions de renseignement, mais dans le rôle qu'elle a joué dans la refondation républicaine. Alors c'est un peu difficile, parce que toute la résistance n'est pas républicaine. Il y a des vichisto-résistants, c'est-à-dire des gens qui trouvent que finalement le programme de Pétain n'est pas si mauvais que ça pour la France, mais qui refusent la capitulation devant l'Allemagne. Alors, le moment clé, c'est le ralliement de la résistance intérieure vers 1943 au général de Gaulle. Lequel général de Gaulle, d'ailleurs, prouve à ce moment-là ses intentions républicaines. On pourrait presque dire que c'est la résistance qui a rendu de Gaulle républicain. Et le programme du Conseil national de la résistance, en mars 1944, pose les bases de ce que sera la refondation républicaine à la libération. Lorsque le territoire français est libéré, à la fin de 1944, le général de Gaulle, qui est à la tête du gouvernement provisoire de la République française, va émettre un certain nombre d'ordonnances dans lesquelles il applique ce programme, rétablissement de la démocratie, droit de vote accordé aux femmes, plus tout un programme de nationalisation et aussi la fondation de la sécurité sociale qui faisait partie du programme du CNR. On arrive ainsi à la dernière partie où, pour la première fois dans l'histoire institutionnelle de la France, une république succède à une république. Il ne s'agit pas d'une restauration républicaine, mais d'une transformation républicaine. Alors pourquoi ? Le contexte dans lequel la Ve République est proclamée est un contexte de crise. D'abord parce que la Quatrième République souffre d'une très grande instabilité gouvernementale. On rappelle qu'un gouvernement dure en moyenne 6 mois et qu'on a le sentiment que la France est mal dirigée, en plus dans un contexte très difficile qui est celui de la guerre d'Algérie. Et c'est à la faveur de la guerre d'Algérie que le 13 mai 1958, le général de Gaulle est ramené au pouvoir. En principe, pour régler le problème algérien. Mais ce que de Gaulle a en tête, c'est de transformer les institutions pour les rendre plus efficaces, plus solides, et surtout de renforcer le pouvoir exécutif et le pouvoir du président de la République. La Constitution est adoptée par référendum en octobre 1958. Les Français sont lassés de cette instabilité gouvernementale, mais il y a de très fortes oppositions. Parce qu'on craint à cette époque qu'un pouvoir exécutif fort ne transforme la France en une espèce de régime autoritaire, et des personnalités de gauche comme François Mitterrand, Pierre Mendès France, le Parti communiste, manifestent contre ces institutions. Il n'en demeure pas moins que si on prend du recul maintenant, presque 60 ans, on constate que ces institutions sont d'une grande stabilité, que le personnel politique finalement s'est adapté à ces institutions, que ces institutions se sont également adaptées au changement politique, puisqu'on est passé d'une présidence gaulliste à une présidence plus libérale avec Valéry Giscard d'Estaing, puis après à l'alternance de gauche avec François Mitterrand, et que les institutions sont toujours en place, d'autant que ce sont des institutions qui peuvent évoluer, comme en témoignent certaines réformes constitutionnelles, par exemple celle du quinquennat. Bien, pourquoi conclure sur François Mitterrand ? Parce que finalement, c'est un personnage qu'on retrouve quasiment en 3 étapes de notre développement. Alors, François Mitterrand n'a pas connu les débuts de la Troisième République, mais dans les années 30, c'est quelqu'un qui est assez anti-républicain et qu'on voit militer dans des ligues nationalistes. Bon. Pendant la guerre, François Mitterrand commence par aller à Vichy. On le lui a d'ailleurs suffisamment reproché, mais va ensuite quitter Vichy et rejoindre la résistance. En 1958, c'est un des plus fervents adversaires
de la Constitution de la Ve République, dans laquelle il voit, d'après le titre de son livre, un coup d'État permanent. Pourtant, à y regarder de près, s'il y a quelqu'un qui a profité, utilisé au maximum ces institutions, c'est bien François Mitterrand, qui a été le plus long pensionnaire de l'Élysée sous la Ve République, puisqu'il a fait 2 septennats complets. Donc là, on a vraiment l'exemple d'un homme politique très important du XXe siècle, qui s'adapte sans aucun problème aux évolutions constitutionnelles de la France.